Thank you. Très bien, merci. Donc maintenant, je vais inviter Ginny Dibon de Londres qui va nous parler de la technique de Pilates. Thank you, Lara, and hi, everybody. Merci Lara, bonjour tout le monde. Très bien, je suis ici pour parler du Pilates et de la thérapie du mouvement. Donc, quelques informations sur moi. J'enseigne le Pilates et la thérapie du mouvement depuis 2008. J'ai des cliniques à Londres, donc Londres Nord et Londres Sud. J'ai écrit un livre Pilates sans déchirure musculaire. J'ai aussi le SED hypermobile. Alors, j'ai essayé de surmonter mes douleurs chroniques d'SED avec le Pilates et maintenant j'essaye d'utiliser cette technique avec mes patients. Donc, on va revoir quelques témoignages de certains de mes clients. Donc voilà pourquoi ils viennent pour pratiquer Pilates et la thérapie du mouvement. Ils disent que ça leur donne une prise de conscience sur leurs mouvements, ils arrivent à les contrôler. Certaines personnes disent « j'avais peur au début, mais maintenant je sens que j'ai plus d'énergie, je suis plus optimiste ». Certaines personnes d'entre vous peut-être avaient peur justement de faire de l'exercice. Alors une autre personne dit « ça me donne de la force et de la stabilité ». C'est important. Quelque chose qui vous fait sentir vraiment bien et connecté avec les autres. Une autre personne dit que Pilates lui donne de la force et qu'on se rapproche de notre maladie, de la SED. On arrive à contrôler notre corps. Ces personnes disent que après Pilates, ils arrivent à ressentir vraiment toutes les parties du corps. Notre personne dit que Pilates, c'est comme la kinéthérapie et ils arrivent à ne pas ressentir de douleur. Voilà, moi je parle de thérapie du mouvement, au lieu de parler de Pilates. C'est quelque chose d'unique vraiment chez chaque patient. Chacun a une approche différente concernant la manière dont nous bougeons. Et moi, je pense, selon mon expérience personnelle, c'est que tout système, toute méthode que nous utilisons est directement liée aux symptômes physiques de notre maladie. On a tous l'habitude du manque de stabilité, des luxations, la rigidité. Souvent, on est rigide, mais on est flexible en même temps dans beaucoup d'articulations. Des problèmes de démarche, on peut avoir les pieds plats. On sait tout cela, mais en même temps, il y a l'aspect psychologique, émotif, et c'est quelque chose qu'on laisse souvent de côté dans beaucoup de méthodes de mouvement. C'est-à-dire qu'on ne va pas prendre en compte l'aspect psychologique. Donc cette anxiété, cette tension, le stress, la peur de réaliser des mouvements, c'est vraiment quelque chose d'important dans les patients de SED. Aussi un manque de conscience dans notre exercice, on a peur de se blesser. Donc, j'ai fait beaucoup de recherches ces dernières années. Donc, j'ai une méthode qui est basée sur le Pilates, mais aussi j'ai étudié la biomécanique et des aspects psychologiques. J'ai aussi étudié la psychologie. Donc, j'ai essayé d'unir tout ça et de l'appeler la thérapie du mouvement au lieu de parler de Pilates, tout simplement. Donc, tous les exercices ne sont pas les mêmes, tous les exercices ne sont pas toujours adaptés à tout le monde, tous les exercices ne sont pas nécessaires pour tout le monde. Vous voyez ici une photo. Moi, je ne peux pas faire cet exercice, et à moins que vous ne soyez gymnaste et que vous travaillez pour le Cirque du Soleil, est-ce qu'on a vraiment besoin de faire des exercices qui nous amènent à des moments tels que celui-ci? Non, je ne pense pas, à moins qu'on en ait besoin dans notre vie quotidienne. Pourquoi est-ce qu'on va essayer de faire ces mouvements? Donc voilà, tout ne va pas dans le Pilates ne va pas forcément s'adapter à nos besoins. Donc il y a vraiment différents types de Pilates. J'ai une liste ici, donc le Pilates mat, contemporain, classique, de réforme. Il y a vraiment
énormément de techniques. On peut l'apprendre dans des classes individuelles ou en groupe. Il y a différentes écoles, en fait, autour du Pilates qui appliquent des philosophies différentes. Donc, je vous recommande de faire vos devoirs d'abord, de savoir quel type de Pilates il y a et n'assumez pas que les professeurs connaîtront le syndrome d'Ehlers-Danlos. La majeure partie d'entre eux n'auront jamais entendu parler du SED. Donc, essayez de travailler avec eux, de les informer. Évidemment, on peut aussi le combiner avec les kinés ou les médicaments, mais en tout cas, cette thérapie du mouvement va vraiment vous aider. Moi, dans ma méthode, je pense que l'approche du mouvement est cruciale. J'utilise beaucoup les aspects visuels. Donc, le langage que l'on va utiliser aura un impact sur le type de mouvement que nous allons réaliser, car notre langage crée des sensations et c'est pour ça que le corps va répondre. Nous répondons à ces sensations. Si nous devions parler de mouvements comme en disant pousser, tirer, etc., tous ces mots que j'entends souvent, que j'entendais souvent quand j'apprenais Pilates, il faut presser ceci, tendre ceci, eh bien, moi, je n'étais vraiment pas à l'aise avec ça, car je trouve que cela crée davantage de stress sur mon corps. Et finalement, on arrive à des mouvements erronés, qui ne sont pas corrects. Donc moi, j'ai éliminé tous les mots qui ont des connotations de force, car je pense que ça crée un blocage sur la connexion entre le cerveau et le corps. Donc, je pense que les mouvements en douceur sont meilleurs. Et ça, c'est résumé par un de mes clients, Henri. Nous avons eu une ou deux séances et il disait le mélange de mouvements concentrés et conscients me permet d'entendre, d'écouter mon corps. Seulement en 2 séances, grâce à la visualisation et l'utilisation attentionnée de mon corps, je réussis à libérer la tension chez moi et c'est quelque chose qui se passe tous les jours. Donc, je pense que c'est vraiment utile. Il faut chercher la stabilité, mais quand on a, par exemple, des attelles, c'est une fausse stabilité. Et après 10 séances, Henri ne ressent plus de douleur pratiquement, car on a enlevé toutes les tensions qu'il avait auparavant. Donc c'est vraiment important, la visualisation, le langage que l'on utilise. Donc, vraiment créer l'atmosphère nécessaire pour libérer ces tensions. Ce sont le type de choses que j'entends chez les nouveaux clients qui viennent me voir. Vous pouvez peut-être reconnaître certaines de ces observations, surtout quand on parle de douleurs chroniques. Si vous avez ressenti des douleurs chroniques, il est normal d'entendre « oui, la douleur, ça fait partie de ma vie, je vis avec ma douleur simplement ». Tiens, je ne peux plus faire ceci à cause de mes douleurs. C'est normal. Je suis trop fatigué pour faire mes exercices. Ou non, j'ai peur de me faire davantage de mal. C'est très habituel. Donc, il ne faut pas avoir honte si vous ressentez ceci. Mais il faut savoir que toutes ces personnes que vous voyez ici disaient exactement les mêmes choses lorsqu'ils ont commencé à venir à séance de thérapie du mouvement. Et alors, peut-être qu'ils avaient peur, peut-être qu'ils ressentaient ces douleurs, mais voilà là où ils sont arrivés. Ce sont aussi des personnes qui souffrent de SED, telles que vous et moi. Donc, voyons maintenant les cycles d'exercice qu'il faut réaliser et pourquoi c'est important de réaliser de l'exercice et bouger tous les jours. Donc, on va commencer en haut avec cette case en rouge de la douleur. Comme on l'a dit aujourd'hui, la douleur crée de la fatigue et du stress, c'est normal. Lorsque nous ressentons des douleurs pendant longtemps, ceci nous stresse. Donc on va se dire, tiens, je ne veux pas faire d'exercice aujourd'hui, je suis trop fatigué, je vais simplement rester à la maison et me reposer. Le problème qui se pose lorsque nous prenons ces décisions, c'est que la douleur va augmenter, car nous allons perdre notre tonus, on va se sentir plus fatigué et on entre dans un vrai cercle vicieux. C'est une vraie spirale. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là quand on dit « Non, tiens, je ne veux pas faire d'exercice aujourd'hui »
Eh bien, non, c'est là où il faut dire non, je vais faire quelque chose. Alors, on ne dit pas qu'il faut aller courir un marathon, aller à la salle de sport et passer 3 heures à lever des haltères. Non, on ne dit pas ça. On dit simplement qu'il faut commencer à bouger. Même si c'est peu, on peut commencer avec une promenade de 5 minutes, des mouvements doux à la maison, mais vraiment, tout va aider à rompre ce cercle. Et on peut se dire, pourquoi est-ce qu'il faut que je le fasse? Eh bien, il y a des études qui ont été réalisées, beaucoup d'études, et cela est très lié au fait que les patients de SED doivent reformer leur force et tonus musculaire pour donner un appui aux tissus conjonctifs et aux articulations. Une étude de 2016 a établi que 70% des adultes qui souffrent de SED disaient qu'ils avaient des douleurs chroniques avant 20 ans d'âge. Donc, il faut réaliser des exercices. Et la peur du mouvement devrait être évaluée et gérée. Et il faut savoir que c'est associé à la fatigue et à la douleur. Et il y a une peur du mouvement pour ne pas arriver à des luxations, mais il faut vraiment surmonter cette peur. C'est important. Je pense qu'on peut y arriver en prenant en faisant des pas en avant petit à petit. Donc, il faut se concentrer sur le progrès, pas sur la perfection. On ne veut pas arriver à la perfection, on veut simplement voir que l'on progresse, que petit à petit, on va de l'avant. Ce qui est important, c'est d'avoir une certaine prise de conscience sur nos mouvements, sur notre progrès aussi. Il faut croire en nous pour développer notre confiance en nous. C'est ce qui va nous donner davantage de résistance. Et évidemment, il faut se marquer un rythme. On ne peut pas dire, tiens, dès le premier jour, je vais aller 3 heures à la salle de sport. Non, il faut y aller lentement et écouter notre corps. On sait que l'exercice est bon pour le corps et pour l'esprit, mais l'approche que l'on a, c'est la clé. On dit, des fois on me dit, est-ce que je peux faire du yoga? Oui, bien sûr, mais avec quelle approche? Quelle va être notre approche vers le yoga? Il est facile d'en faire trop. Alors, ici, on a une étude de cas de mes clientes. Donc, Sarah, qui était très athlétique, elle était très flexible quand elle était enfant, elle pouvait faire plein de choses qui amusaient la galerie chez camarades. Alors, elle voyait qu'elle avait beaucoup de douleurs. Elle pensait que voilà, c'était comme ça, elle ressentait toujours de douleur. Et quand elle est venue me voir, elle n'attendait pas vraiment d'évolution dans sa douleur. Mais après quelques séances, voilà où nous sommes arrivés. Elle dit que Pilate a changé sa vie d'un point de vue physique. Elle a appris à bouger totalement. Elle fait des exercices sans douleur. Elle n'a pas cette douleur constante et elle arrive à dormir toute la journée sans antalgique. Ça fait 3 ans qu'elle ne prend pas d'antalgique. Elle en prend des fois pour les crises simplement, mais elle a plus de tonus maintenant. Ses articulations sont plus saines. Voilà, ça c'est ses mots. Elle a dit qu'en étant hypermobile, j'avais souffert de douleurs, de blessures toute ma vie. Et c'est seulement en travaillant avec Ginny que je me suis rendu compte que je peux ne plus souffrir de douleurs physiques. Maintenant, avec mon engagement, mon implication, j'arrive à dormir, marcher, faire de l'exercice sans douleur. Voilà, c'est vraiment une révélation. Et comment on en arrive là? Comment on peut aider Sarah et d'autres personnes? Eh bien, comme je disais avant, on est basé sur le pilote, mais il s'agit d'une approche centrée sur la réhabilitation. Donc c'est une approche à 360 degrés, ce n'est pas quelque chose de mécanique, il ne s'agit pas seulement de réaliser un exercice, d'essayer de le faire parfaitement, non. Ça joue beaucoup sur l'esprit, d'abord sur l'esprit, puis sur le corps. On parlait de l'importance du cerveau, il ne faut pas l'oublier lorsqu'on essaye de faire des mouvements. Donc il y a 6 fondements, 6 éléments fondateurs. Je vais vous en parler rapidement. Donc on commence toujours par la respiration. Cela semble étrange, mais il faut vraiment apprendre ou réapprendre à bien respirer lorsqu'on
on a une certaine anxiété, on est stressé, on ne va pas respirer avec toute notre capacité. Des fois, même la respiration peut faire mal. Mais la respiration permet d'activer la sensation sensorielle. Il faut une prise de conscience, tel comme on le disait avant. C'est un impact finalement physiologique sur nous. Et la respiration crée les mouvements. C'est pas d'abord les mouvements puis la respiration, non. Votre respiration vous permet de bouger sans douleur et c'est important d'apprendre à le faire. La relaxation. Alors, je montre des exercices de méditation à mes patients. On connaît bien les bénéfices de la méditation qui peuvent vraiment interrompre les signaux de la douleur qui viennent du cerveau. C'est vraiment important et c'est une partie basique des programmes que je développe avec mes clients. Donc, quand on commence à travailler sur la respiration, on commence à se détendre tout de suite. J'ai une patiente qui est venue me voir la semaine dernière, donc j'ai seulement travaillé sur une séance avec elle, on a travaillé sur la respiration. Et en fait, pendant la deuxième leçon, je lui ai demandé comment elle se sentait, et puis elle m'a dit, tiens, j'ai eu une semaine très intéressante. Elle disait, tiens, pour la première fois dans ma vie, il faut savoir qu'elle a la soixantaine, cette dame, donc c'est la première fois où je me suis permise de me détendre. Je me suis dit, tiens, c'est surprenant, pour la première fois, alors qu'elle a plus de 60 ans, que cette personne s'est rendue compte qu'elle pouvait se détendre, que c'était OK, on pouvait le faire ça. Elle se sentait évidemment bien mieux. Aussi, la manière de nous tenir debout. Des fois, on se prépare pour nous mettre debout, donc on veut gagner en stabilité, et finalement, ça nous crée aussi de la douleur et des problèmes. Donc cela a trait aussi au sommeil. Si on est plus détendu, on va mieux dormir également. La proprioception, c'est très important. Il y a beaucoup d'éléments qui démontrent ceci, que l'hypermobilité entraîne un manque de proprioception. Il faut travailler sur ça, car si nous ne sommes pas vraiment conscients de ce que nous faisons, de nos mouvements, il y a plus de risques de blessures, même de luxation, car on va trop loin, on n'arrive pas à contrôler notre corps. La prise de conscience et le contrôle sont très importants. J'encourage aussi toujours mes clients à explorer toute une gamme de mouvements. J'utilise l'équipement du studio du Pilates. Je ne sais pas si vous connaissez les studios réformateurs de Pilates. Nous avons commencé au début avec une série assez limitée de mouvements, car ce qui est important au début, c'est de ressentir ce contrôle. Une fois, ce n'est pas quelque chose qui se fait pour toute la vie, mais au début, il faut une série limitée de mouvements. Une fois qu'on arrive à contrôler nos mouvements, nos articulations, on pourra le développer. Et en fait, ça arrive à réduire la douleur car on va gagner en stabilité autour de l'articulation. Puis, on va passer la stabilité des articulations. Donc là, je suis dans une position différente. C'est un peu plus compliqué pour ceux qui ont un déficit proprioceptif. Mais ici, on va essayer de voir si on a vraiment un contrôle de mon corps. Est-ce que je suis conscient de mon corps? C'est vraiment une évolution progressive. On ne va jamais commencer dans cette position. On va commencer sur le dos, car on reçoit beaucoup d'informations en étant allongé par terre. Et voilà, on commence sur le sol et on se lève petit à petit. Et puis j'observe toujours les pieds des personnes. J'adore les pieds. Je les observe parce qu'ils ont un grand impact sur le reste du corps. C'est un peu comme nos fondations. Et on sait que les pieds plats sont souvent un problème quant à l'hypermobilité, à moins que vous soyez né avec un problème structurel. La seule raison pour avoir des pieds plats, c'est que le tissu conjonctif a perdu son bon fonctionnement et qu'on arrive à un problème des nerfs. Donc simplement, on peut le former, on peut reconstituer la structure du pied. Ceci va vous aider dans la forme de marcher jusqu'aux hanches. Now even more challenging. Et maintenant l'équilibre. Alors ceci, bien sûr,
à la fin de chaque programme, parce qu'on ne va pas commencer avec l'équilibre. Évidemment, c'est essentiel, c'est fondamental. Le fait de marcher, la marche est un exercice d'équilibre. Vous devez, chaque fois que vous faites un pas, vous devez faire de l'équilibre. Si vous n'aimez pas ceci, alors comment va-t-on marcher sans aide et garder l'équilibre? Ceci est très important, la stabilité, la force, et avoir donc des pieds qui soient intégrés, qui soient forts, qui soient en forme. Et bien sûr, la position, c'est quelque chose qu'on ne va pas enseigner aux gens. Si je vous dis comment vous relevez, je vous dis vous gardez la position de l'épaule, vous vous relevez, vos attentions, vous gardez la position correcte. Non, c'est quelque chose de mécanique. Le corps va se relever, sinon vous allez être trop serré, trop stressé, trop tendu. Non, alors, et après vous retombez dans la position habituelle. On ne va pas vous dire comment vous relever. Ce qui se passe, c'est que la position va ressurgir quand tous ces éléments vont se mettre ensemble. Le corps va essayer de, à tâtons, découvrir. Vous avez la force qui vous aidera à vous relever. C'est body awareness, c'est la conscience du corps et l'intégration du corps. Et je vous dis, ceci, c'est comment fonctionne le corps. C'est dans plusieurs directions. Ceci va, sans pression sur l'articulation, va nous permettre de bouger. Et c'est à vie, parce que c'est le système nerveux. Alors, au lieu de vous apprendre des exercices, on vous apprend à contrôler le système nerveux. Ceci fait, c'est une partie intégrale de ce que vous êtes, de ce que vous devenez. Parmi les bénéfices que vous pouvez trouver, alors pour le syndrome d'Ehlers dans l'eau, vous avez le contrôle de la force, le contrôle du tonus musculaire, moins de douleur, prévention des blessures, respiration adéquate, alors position dynamique, une tension adéquate, donc vous pouvez vous relever sans problème, une qualité de vie qui s'améliore et bien sûr de la confiance que vous gagnez, car il y a donc vous êtes dans un état d'esprit adéquat, vous contrôlez le stress, vous avez donc du bien-être et du calme. Donc c'est un modèle dans tous les sens à 360 degrés et vous allez, si vous allez à une leçon, à un cours, vous allez comprendre qu'il y a un réseau qui vous aide et vous n'êtes pas isolé. Vous faites partie d'un réseau. Vous n'êtes pas tout seul, toute seule non plus. Donc voilà. Alors il faut une base que l'on puisse ajuster pour l'exercice, pour le sport, pour la vie quotidienne. C'est ta vie et ça va rester pour toujours avec vous. C'est plus qu'un exercice, c'est une façon de vivre. It's a way of life. C'est un style de vie, c'est un mode de vie. Alors les étirements, alors est-ce que c'est une bonne stratégie ou mauvaise chose de faire des étirements? Je crois, selon mon point de vue, oui, parfois on se sent que l'on est peu flexible, on est un peu rigide, mais c'est pour une raison. Alors, les muscles sont là pour essayer de rendre plus stable, de stabiliser. Et si vous allez étirer, est-ce que ceci est une bonne chose? Car vous allez déstabiliser ce qui est déjà instable, un corps qui est déjà instable. Je ne vous conseille pas trop d'étirements parce que ceci peut être douloureux à la fin si vous allez trop loin, parce qu'on peut aller trop loin sans se rendre compte. Et alors rien va changer car vous avez un étirement statique et après ceci va redevenir rigide. Mais par contre, je vous recommande les étirements dynamiques. Alors vous bougez gentiment et ceci est recommandé pour augmenter l'élasticité, pour renforcer l'élasticité. Ce n'est pas simplement étirer, ce n'est pas les étirements, mais c'est le fait de développer de l'élasticité. Alors, je vous parle de la stratégie du mouvement. C'est ce que j'appelle les piliers numéro 1. Et c'est ce qui permet de trouver des exercices à chaîne
fermés, comme vous voyez. Alors, parfois, c'est un défi énorme. Non, non. Attention, vous devez faire donc le mouvement. Vous ne devez pas faire des mouvements, disons, trop énormes. Non, non. Cette rangée de mouvements doit être restreinte. Un contrôle des mouvements, que ce soit simple, avoir une proprioception. Vous ne pouvez pas vous lancer à la folie des exercices sans contrôle, non. Alors peu à peu, vous allez redevenir sensible au niveau de votre corps et vous devez le faire doucement avec peu de répétitions. Et ce qui est important, c'est que quelqu'un, par exemple, vous permette de sentir des choses. Cette rétroalimentation, ce feedback est important et cette conscience sensorielle est importante de façon à... Vous devez comprendre que vous ne pouvez pas faire un exercice type 20 kg de poids le premier jour, non. Alors il faut utiliser de petites forces à relever, limiter la position. Donc le mouvement de position doit être limité, simple, de la concurrence, que ce soit quelque chose de répété, que ce soit un effort petit, mais très souvent, l'éducation, la confiance sont fondamentaux pour assurer les personnes de ce qu'on est capable de tout faire. Alors, vous pouvez commencer les exercices, mais vous devez consulter avec l'expert avant de vous lancer dans les exercices. C'est tout ce que j'allais vous dire. Merci beaucoup de votre attention. Merci.